Radio J. Merci de nous rejoindre sur Radio J pour votre feuilleton quotidien, l'histoire des Juifs de France, avec la complicité de notre conteur, de notre passionné d'histoire, Christophe Dard. Et nous reprenons plus précisément, Christophe, l'épisode que nous avons commencé sur Pierre Lazareff. Journaliste, mania de la presse, mais aussi figure de la télévision, Pierre Lazareff a marqué l'histoire des médias, en particulier dans les années 1950 et 1960. Télé 7 jours, Elle, le journal du dimanche, 5 colonnes à la une, c'est Pierre Lazareff. Mais le nom de Lazareff est surtout indissociable d'un journal. C'est François qui culmine à des ventes records après-guerre jusqu'à devenir, Christophe, d'ailleurs, le journal le plus lu en France à partir de 1953. Au 100 rue Réaumur, au siège du journal à Paris, plus de 2000 salariés, dont 350 journalistes et 1000 ouvriers travaillent pour le journal. 50 linotypes et 8 rotatifs tournent pour sortir presque jour et nuit jusqu'à 8 éditions quotidiennes qu'une armée de crieurs, de cyclistes, de motards et de camions vont livrer dans les rues de Paris et aux quatre coins de la France, dans les gares et les aéroports. Dès le début des années 60, François voit ses ventes décliner, mais il incarne le journal de ce que l'on appelle les 30 glorieuses, cette période de croissance et de prospérité économique que connaît la France après-guerre jusqu'en 1973, année du premier choc pétrolier. Et preuve que François fait partie du quotidien des Français, il fait partie de la culture populaire, on le voit par exemple dans les films de l'époque, des acteurs, des actrices qui lisent François, comme par exemple dans À bout de souffle de Godard, où Jean-Paul Belmondo achète régulièrement François. Tout journaliste qui rêve de démarrer, souhaite débuter à François, et ce sera le cas notamment d'un certain Philippe Labro qui se souvenait sur Radio J de Pierre Lazareff. C'était au micro de Frédéric Aziza dans l'émission Les Enfants de la République en 2022. Dans les couloirs, je ne sais plus, quelqu'un me dit une bêtise, un type supérieur, un chef de service, et je pense que c'est un con. Et donc je monte à l'étage, parce que Pierre m'aimait beaucoup, et il me laissait pénétrer dans son bureau devant les secrétaires. Il disait, bon, c'est Labro, il passe, ok. J'arrive, je dis, Pierre, vous êtes entouré de cons. Et il me regarde en souriant, il me dit, mais Philippe, j'aime aussi les cons. C'est une leçon géniale. Ouais. Extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette leçon géniale ? L'humilité, et le fait qu'effectivement, il avait raison. D'abord, on est toujours le con de quelqu'un, je l'étais moi-même en disant cela d'ailleurs, et d'autre part, quand il disait j'aime aussi les cons, ça veut dire j'aime tout le monde, j'aime les gens peut-être moins cultivés que vous, peut-être moins élégants, moins ce qu'on veut, mais qui sont des êtres humains, c'est tout. Il faut les respecter. Cet homme avait une capacité de vous écouter. Quand vous entriez dans son bureau, il parlait très peu, il disait alors, quoi de neuf ? Il voulait que vous lui apportiez du neuf. Philippe Labro sur Radio J. Et depuis son bureau au siège de François, Pierre Lazareff, du haut de son 1,59 m, grosses lunettes rondes sur le nez et toujours en train de fumer sa pipe, travaille sans arrêt, entouré de 6 secrétaires. C'est un homme puissant qui reçoit avec son épouse Hélène le monde politique, artistique et littéraire de l'époque dans leur domaine de Louvciennes. Pierre Lazareff qui s'intéresse aussi de près à la même époque à un autre média, la télévision, qui est en plein essor, même si seulement 1 million de foyers en possèdent un à la fin des années 50, de postes de télé, et qu'il n'y a alors qu'une seule chaîne en noir et blanc qui n'émet que quelques heures par jour. Mais Lazareff sent que la télévision, c'est l'avenir. Et en 1949, année du premier journal télévisé présenté par Pierre Sabag, Lazareff définit en visionnaire des médias ce que sera l'information en l'an 2000. Vous aurez le journal télévisé en couleur et sans doute en relief. L'information sera partout. Nul n'aura le droit d'ignorer quoi que ce soit. Il y aura des haut-parleurs dans la rue, dans le métro catapulté et sans doute aussi dans les trains électriques, dans les avions et les hélicoptères pour les nouvelles radios diffusées. Et Lazareff, qui donc dit aussi en 1949, il y aura des appareils de télévision dans tous les bistrots, sur le plan de l'image. Il est évident que c'est le développement de la télévision qui lui permettra de connaître son maximum d'intensité. Vous voyez donc un visionnaire. Lazareff est le concepteur de la première émission télévisée d'information et de reportage, 5 colonnes à la une, qu'il produit avec Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet, Igor Barrère et Eliane Victor. Et oui, on parlera des 3 Pierres justement pour 5 colonnes à la une. Alors Pierre Desgroupes, c'est un intellectuel, il s'est lancé dans le journalisme au cours des années de résistance et il a lancé avec son ami Pierre Dumayet en 1953 Lecture pour tous, émission littéraire très populaire qui va durer plusieurs années. Dumayet, Desgroupes, c'est un peu Dupont et Dupont parce que tous les deux sont intellectuels, tous les deux se destinaient à faire des études de philosophie avant de se tourner vers le journalisme. Le réalisateur Igor Barrère, lui, est docteur en médecine, il
Il contribuera d'ailleurs à populariser cette discipline à la télévision et au tout début de sa carrière, il avait quand même travaillé comme assistant du réalisateur Orson Welles. Et puis, on a tendance à l'oublier, cette femme. C'est bizarre, on oublie toujours les femmes. Mais Éliane Victor a été la secrétaire générale de l'émission, amie de longue date d'Hélène Lazareff, l'épouse de Pierre. Et cependant, et c'est la preuve qu'on a quand même fait du chemin depuis, heureusement, elle n'a touché qu'un cachet pour chaque émission et deviendra salariée qu'au bout de 8 ans. Donc vous voyez quand même à quel point on exploitait quand même les femmes. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une archive incroyable sur l'INA que vous pouvez retrouver où il y a une présentation de l'émission. Il n'y a que les hommes qui parlent. Elle est là. Elle dit pas un mot. Donc ça montre effectivement qu'à l'époque, malgré son rôle important à cette femme, à Éliane Victor, on la considérait pas tellement exactement comme importante alors qu'elle l'était. La première diffusion de 5 colonnes à la une a lieu le 9 janvier 1959. L'émission est diffusée une fois par mois et dure 90 minutes. Très rapidement, elle devient un programme phare et symbole de la présidence d'ailleurs de De Gaulle. Premier numéro qui est diffusé justement le lendemain où l'homme du 18 juin est officiellement président de la République. 5 colonnes à la une s'arrêtera en 68, un an avant le départ de De Gaulle. Alors en quoi consiste le programme ? Chaque numéro, c'est plusieurs reportages à l'étranger sur la politique, le sport, les arts. Aujourd'hui, il y en a, c'est banal pour nous, mais à l'époque, c'est révolutionnaire. Et beaucoup découvrent, grâce aux nombreux reporters de l'émission, des sujets, des images qui voient pour la toute première fois de leur vie. Des générations vont aussi être marquées par ce générique, un tant soit peu martial quand même. Pierre Lazareff, Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. Le générique de 5 colonnes à la une, un peu western quand même, qui fait un peu peur, signé Michel Magne d'ailleurs, qui des années après sera l'un des artisans de la musique anglo-saxonne en France, puisqu'il fera venir des artistes au Château d'Hérouville dans le Jadoise, où ils enregistreront des albums. Le tout premier reportage du tout premier numéro de 5 colonnes à la une est consacré à un soldat originaire d'un village de Provence et qui part faire la guerre d'Algérie, et ce conflit sera l'objet d'ailleurs de nombreux reportages. Oui, puis outre aussi les événements de l'époque, la construction du mur de Berlin, la guerre du Biafra au Nigeria, l'émission propose des reportages qui semblent plus anodins, mais qui montrent la diversité des sujets, puis aussi une certaine idée du monde et de la France de l'époque. Par exemple, un reportage va évoquer la construction des grands ensembles à Sarcelles, un autre, l'industrie du disque, ou encore une rencontre avec le volcanologue Haroun Tazieff, ou bien l'affirmation de l'autonomisme antillais. Vous voyez, c'est très varié. Puis 5 colonnes à la une, ça c'est important aussi. Il va être la première émission à montrer un reportage en Israël sur les eaux du Jourdain et l'agriculture dans le pays, et puis aussi relater le procès de Francfort en 1964, procès oublié d'ailleurs aujourd'hui, au cours duquel 22 membres de l'administration SS d'Auschwitz-Birkenau avaient eu à répondre à l'époque de leur implication directe dans les crimes commis à l'intérieur même du camp principal et des sous-camps pendant la Shoah. C'était alors la seconde fois en 1964 que des responsables du camp d'Auschwitz étaient traduits devant les tribunaux. 5 colonnes à la une propose aussi des interviews des grands de ce monde, du chancelier allemand Adenauer, du Shah d'Iran, du pape Jean XXIII, mais aussi du président américain Kennedy et du chef de l'URSS Nikita Khrouchtchev. Et oui, que du beau monde, 5 colonnes à la une qui mobilisent la plus grande partie de l'emploi du temps de Lazareff, l'émission qui devient la référence du magazine de reportage. Et paradoxalement, c'est cet essor de la télévision, puis aussi de la radio, qui fait baisser les ventes de François. Et oui, on y revient. En 1969, d'ailleurs, le bandeau millions d'exemplaires sur la couverture du journal est supprimé, alors que le tirage moyen, c'est vrai, était déjà passé sous ce seuil depuis quelques années. En revanche, avec la mort de De Gaulle en novembre 1970, le tirage de François ce jour-là va dépasser le record des 2 millions d'exemplaires. Pierre Lazareff meurt brutalement en 1972 à l'âge de 65 ans, épuisé par une charge de travail importante. Évidemment, son journal François annonce son décès en une avec une photo de Lazareff en pleine page. Avec sa mort, s'amorce le lent déclin de François. Puis peut-être on peut dire aussi d'une certaine presse. Ilana qui ne s'est jamais relevée de la mort de son fondateur, même si les ventes, on le rappelle, avaient déjà baissé. Aujourd'hui, pour la petite histoire, malheureusement, François, qui a connu énormément de soucis et a versé récemment dans le complotisme, n'existe plus en version papier et n'est même plus d'ailleurs depuis peu reconnu comme un service de presse en ligne. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait très complet de Pierre Lazareff, l'un des plus grands patrons de l'histoire de la presse en France.